Bonsoir à tous. On va commencer parce qu'en fait, on est la soirée et on a un beau programme ce soir. Je vous souhaite la bienvenue au Théâtre intercommunal d'Étampes pour notre deuxième conférence de 2023. On a le plaisir d'accueillir Albert Moukébert, qui est donc psychologue clinicien et docteur en neurosciences, voilà, ou neuroscientifique. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Je voulais juste remercier, comme d'habitude, nos chers collègues du théâtre qui nous accueillent et, dans des très bonnes conditions. J'espère que tout le monde est bien installé. Les gens continuent d'arriver. Vous êtes très nombreux ce soir, malgré le match du PSG et la Saint-Valentin. Donc vraiment, on vous remercie. On pensait qu'on avait une grave concurrence, mais grâce à la présence d'Albert Moukébert, vous avez été très motivés et on vous en remercie. Je vais laisser la parole à Philippe pour présenter notre invité ce soir. Donc, comme d'habitude, il y aura un petit temps d'échange à l'issue de l'intervention. On a aussi Pauline de la librairie des Échappés qui est venue proposer des livres en vente. Je crois que pas mal d'entre vous ont déjà profité de sa présence. Voilà, je vous ai tout dit. Les prochaines conférences, donc la prochaine, c'est dans 2 mois pile, je crois que ce sera le 14 avril. On sera toujours sur un pan de la médecine, mais plutôt sur l'histoire de la médecine. Philippe vous en parlera à l'issue de cette conférence. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Ok, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde. Je crois que le Covid est passé par là, mais vous êtes passé par-dessus le Covid et par-dessus Paris Saint-Germain et par-dessus la Saint-Valentin, ou à moins que vous ayez voulu la souhaiter au petit théâtre, ce qui est mignon. On me reproche souvent de faire des introductions un petit peu trop longues, donc j'ai fait attention à être plus court cette fois-ci, mais comme ça me manquait quand même, donc j'en ai fait 2. Donc, je vais vous les lire toutes les 2, puis je vous poserai une petite question après. Donc, nous vous remercions particulièrement, Albert Moukébert, d'être venu ce soir pour une conférence un peu redondante à celle que vous aviez déjà donnée en vidéo avec beaucoup de difficultés. C'était en plein moment du Covid et il y avait eu pas mal de petits problèmes techniques, mais elle avait déjà beaucoup séduit puisque c'était la vidéo qui avait été la plus vue de toutes celles qu'on avait organisées à partir des conférences, mais elle n'avait pas été vue en direct et on s'était promis que vous reviendrez et vous l'avez fait très gentiment. Et donc vous faites ça maintenant en présentiel. Vous avez fait une licence de psycho à l'université américaine de Beyrouth, dont vous êtes originaire, et avez passé une thèse donc, en neurosciences, comme a dit Gwenaël, à Paris 6, et vous enseignez actuellement à Paris 8, et vous êtes également psychologue clinicien, c'est-à-dire que vous traitez des patients. Vous avez fondé une association qui s'appelle Chiasma, essentiellement des neuroscientifiques, vos potes, comme vous dites, qui, pour nous résumer, étudie les biais cognitifs, leurs conséquences, par exemple les infos, les intox, et les diffuser à travers de nombreux canaux de connaissances. Et c'est chiasma.co, je crois, si on veut aller regarder. Il n'y a pas le M, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc vous êtes largement sollicité dans les médias. Vous avez fait des conférences, en particulier avec Charles Pépin, qui est déjà venu une fois ici. Vous avez écrit un livre que vous dédicacerez à la fin, qui s'appelle « Comment le cerveau nous joue des tours ». Ça, c'est la première. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas autant que... Donc, chers invités, alors je lis le texte. Chers invités, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence passionnante avec Albert Moukébert, qui nous parlera de la façon dont notre cerveau peut nous jouer des tours. Albert Moukébert est un expert en neurosciences et un conférencier passionnant, et nous sommes ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui pour explorer les mystères de notre propre cerveau. Au cours de cette conférence, nous découvrirons comment notre perception peut être influencée, comment nous sommes souvent trompés par notre propre esprit et comment comprendre ces phénomènes peut nous aider à mieux comprendre notre propre fonctionnement mental. Alors, préparez-vous à des expériences enrichissantes et captivantes. Sans plus attendre, donc je vous laisse la parole à Albert Moukébert. Alors juste, j'ai une petite question. Je n'ai pas fait 2 introductions complètement gratuitement et juste pour rester un peu plus longtemps sur scène. Mais je vais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez de ces 2 introductions?
Pardon? En dehors du fait que c'est trop long, mais j'ai envie de quelque chose de qualitatif. Oui, mais enfin, Laquelle vous préférez, la première ou la deuxième? c'est gentil, ça, merci comme question. Ok, non, juste, je veux dire, la deuxième, je l'ai fait faire par ChatGPT. C'est-à-dire, j'ai posé, peux-tu me faire une introduction sur une conférence d'Albert Moukébert qui nous parlera comment le cerveau nous joue des tours. Et elle a fait ça, je vous l'ai lu strictement textuellement. Elle n'est pas très précise quand même, mais enfin, elle reprend et est redondante et un petit peu obséquieuse, je trouve, par moment. Mais enfin, ça, c'est... voilà. En tout cas, merci d'avoir dit que vous préfériez la première. Maintenant, c'était pas le but du jeu, c'était juste pour vous montrer un peu ChatGPT, les utilisations qu'on peut en faire, les problèmes que ça peut poser, mais je pense qu'un jour, on aura rapidement une conférence sur l'intelligence artificielle et on pourra en parler. Donc, merci. Pardon? ChatGPT? Alors, ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Vous leur posez, vous allez sur le site, c'est Open, O-P-E-N-A-I, comme Artificial Intelligence, GPT 3. Et là, vous vous débrouillez dans le... Il parle en français aussi. Vous vous débrouillez dans le système. Et en fait, vous avez une ligne de texte. Vous posez une question et il vous fait une réponse. Vous pouvez lui demander une discussion entre Platon et Aristote. Vous pouvez lui demander... qu'est-ce que l'intégrité scientifique? Moi, je m'intéresse à ça, je vais poser la question. Vous pouvez faire toutes les questions que vous pouvez. Alors, de temps en temps, vous verrez, c'est très redondant. Quand il ne sait pas, il est très redondant. Enfin, je dis il, enfin, d'abord, ça pourrait être elle, j'en sais rien. Et en fait, c'est une machine. Hein. Donc, il est assez redondant pour s'excuser qu'il ne sait pas très bien, qu'il faut faire attention, qu'il peut dire des bêtises. Il y a une vitesse de correction qui est quand même assez impressionnante. Il y a un sociologue qui a posé des petites questions stupides, c'est le genre de truc. Vous avez une balle plus une batte qui valent 110 euros. La batte vaut 100 euros de plus que la batte. Combien coûte la balle? Et évidemment, tout le monde répond 10 euros. Et en fait, c'est 5. Parce que si vous faites le calcul, croyez-moi. Et donc, elle s'est trompée le premier coup. Et puis moi, j'ai réessayé quelques jours après, et maintenant, elle ne se trompe plus. Elle donne le bon résultat. Donc, ça veut dire qu'elle s'est corrigée elle-même ou elle a été corrigée par les humains qui sont derrière, parce qu'il y a quand même beaucoup des humains qui sont derrière. Mais bon, ce n'est pas l'idée de parler de ChatGPT, quoique ça a une relation forte avec le cerveau. Peut-être c'est assez facile de tromper ChatGPT quand même. On peut passer des filtres. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont mis beaucoup de filtres. Parce que quand on laissait ChatGPT tout seul, ChatGPT devenait agressif, raciste, homophobe, etc., etc. Donc ils ont été obligés de mettre des filtres pour l'empêcher d'être désagréable, disons. Mais en fait, on peut contourner les filtres. Mais moi, ça, je ne sais pas faire. Voilà. Je laisse la parole à Albert. Merci beaucoup. C'est pour lui qu'on est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais me mettre debout quand même. Merci à tous d'être là pour ce deuxième passage. Donc, s'il y a certains qui ont vu la vidéo du premier passage, j'espère que vous ne vous souvenez pas de tout. Je ne sais pas comment dire ça différemment. On aurait pu faire un autre sujet, mais on m'a demandé, vu que ça avait apparemment bien marché, de refaire la même chose. Et donc, on va faire une sorte de survol général des bases de la cognition humaine. Comment est-ce qu'on forme nos opinions? Comment est-ce qu'on prend une décision? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose? Ce genre de notions. La présentation dure 45, 50 minutes. J'ai tendance à dépasser. Ce n'est pas très grave. Si vous avez des questions, on fera des questions-réponses à la fin, mais je sais pas, apparemment c'est une particularité que j'ai. J'aime bien être interrompu. J'aime bien qu'on m'interrompe pour poser une question. Donc si vous avez des questions qui sont en lien avec ce que vous êtes en train de voir à l'écran, n'hésitez pas à lever la main. Genre, je pense que je peux m'en sortir de vous voir tous. Peut-être en haut. Je vous vois, mais si je suis en train de regarder là, je risque que vous soyez en dehors de mon champ de vision. Interpellez-moi. Dites oh, 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 hop, hop, exactement. Tout ça, ça va. Quand c'est en lien avec quelque chose donc à l'écran, n'hésitez pas à interpeller.
Si vous avez une question qui vient en tête qui n'a rien à voir avec ce qui est à l'écran, de préférence de la laisser jusqu'à la fin, juste pour les autres, quoi. C'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, je suis docteur en neurosciences, je suis psychologue, j'ai travaillé longtemps en psychiatrie, sur comment justement certaines pathologies ou difficultés psychologiques ou psychiatriques impactent la manière dont on interprète le réel. Et après, je me suis intéressé à la population générale, un peu tout le monde, de comment ces mécanismes impactent la manière dont on forme des opinions sur soi, sur les autres, sur la société, etc. Et aujourd'hui, on va faire, comme je disais, une sorte de survol de tout ça. On va commencer par une sorte d'introduction qui va essayer de poser les bases du problème. Pourquoi est-ce qu'on a ces mécanismes cognitifs, à quoi ils servent, etc. Une fois qu'on a posé le problème, on va voir comment est-ce que notre cerveau répond à ce problème. Et on verra quelles sont les éventuelles conséquences de ces mécanismes, quand est-ce qu'ils peuvent être bons, quand est-ce qu'ils peuvent être moins bons. Après, il y a des applications infinies, mais on a un temps limité. Donc on va se contenter un peu de ces parties-là. Donc je suis docteur en neurosciences et psychologue, mais j'appartiens à une discipline qui s'appelle les sciences cognitives. Et c'est important pour moi de vous expliquer d'où je vous parle. Je ne viens pas aujourd'hui genre vous donner mon opinion sur le cerveau. Je vais un peu faire une sorte de synthèse de ce qu'on sait aujourd'hui, de ce qu'on pense savoir, parce que les neurosciences, les sciences du cerveau et de la psychologie, c'est pas, on n'est pas encore, on est très 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 loin du compte. On n'est pas genre comme, je sais pas, la physique des matériaux ou des choses comme ça, où on pense qu'on a des hypothèses et des modèles théoriques robustes. On sait que nos modèles théoriques ne sont pas top, mais c'est déjà quelque chose. Et donc aujourd'hui, le but, c'est de vous exposer tout ça. Et donc, pourquoi est-ce que je dis j'appartiens à une discipline qui s'appelle les sciences cognitives? On va faire une sorte de mini-introduction juste sur comment fonctionne la méthode scientifique pour essayer de comprendre cette notion. Les sciences cognitives, c'est une discipline relativement récente, qui doit avoir 40-50 ans, qui est née d'une impulsion, d'un constat, que je vais vous exposer, parce que ça va être plus facile pour les choses qu'on va voir derrière. Donc, la science, c'est quoi? Genre, une définition très simple pour moi de la science, c'est essayer de comprendre comment fonctionne le monde naturel. Quand on est en train d'essayer de comprendre comment fonctionne quelque chose, on est en train de faire de la science. Et en science, le but, c'est de développer des modèles théoriques. Les modèles théoriques, c'est comment est-ce qu'on pense que c'est en train de fonctionner. Et donc, il y a plusieurs modèles théoriques sur tout et n'importe quoi, sur les molécules chimiques, donc la chimie, sur la physique, sur l'astrophysique, sur la géologie, etc. Et évidemment, il y a aussi des modèles théoriques sur l'humain. Sauf que l'humain, c'est vaste, c'est complexe, et donc plusieurs disciplines se sont attelées à la tâche d'essayer d'expliquer comment fonctionne l'humain. Parmi ces disciplines, on peut penser à la sociologie, à la biologie, à la médecine, à la psychologie, à l'anthropologie, etc. Et ces disciplines gravitaient chacune dans son coin, bossaient chacune dans son coin, seules, sans vraiment parler avec les autres disciplines pendant très longtemps. Et dans les années 20, 30, 40, 50, un truc par là, mais on peut remonter à partir du XVIIe siècle, on va dire, XVIIe, XVIIIe siècle, ces différents chercheurs de ces différentes disciplines ont commencé à mettre en commun leurs connaissances. Et là, ils ont réalisé un gros problème. Leurs modèles théoriques étaient incompatibles les uns avec les autres. Ils ont le même sujet d'étude, et chaque discipline disait « moi, je pense que ça marche comme ça », et on ne pouvait pas vraiment les intégrer. Il y avait parfois des contradictions claires. Je ne sais pas, par exemple, un psychologue, psychanalyste va dire « ah, mais mon patient est en train de refouler », et un neuroscientifique va lui dire « ouais, mais on n'a pas vraiment de preuve qu'il y a du refoulement, un mécanisme qui peut expliquer le refoulement dans le cerveau ». Donc soit le neuroscientifique est en train de louper un truc, soit le psychanalyste se trompe sur le refoulement. Donc on s'est dit « ok, c'est incohérent, donc ce qu'on devrait faire, c'est au contraire booster des pratiques interdisciplinaires, des pratiques pluridisciplinaires pour essayer de développer des modèles théoriques qui soient robustes et compatibles les uns avec les autres aux différentes strates de fonctionnement de ce qu'on appelle l'humain. Donc aussi bien au niveau cellulaire qu'au niveau des tissus, qu'au niveau des organes, qu'au niveau de la psychologie, qu'au niveau de ce qu'on appelle la cognition sociale, le contact avec les autres, qu'au niveau de la culture, de l'anthropologie, etc. Et c'est de là que sont nées les sciences cognitives, dont le but, c'est justement de comprendre les mécanismes qui façonnent les comportements et leur interaction avec leur environnement. Et donc, c'est plusieurs disciplines qui vont travailler ensemble, les philosophes, des anthropologues. Et donc, moi, je fais des neurosciences. Donc, c'est comment est-ce que marche le cerveau. Et moi, je fais des neurosciences cognitives. Donc, comment fonctionne le cerveau pour la cognition. Et je suis psychologue. Mais dans ma vie quotidienne, je peux travailler avec des philosophes,
On travaille sur l'intelligence artificielle parce que ça peut nous aider dans quelques situations. Si ça intéresse des personnes, je peux vous expliquer un peu c'est quoi, avec différentes sciences sociales. Et encore une fois, le but, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. Et on fait ça sur 3 échelles. L'échelle qu'on appelle l'échelle micro, c'est l'échelle individuelle. Donc moi, mon cerveau, mon corps, est-ce que si mon cœur bat fort, ça module le contenu de mes pensées? Est-ce que si j'ai mon nerf sciatique qui est inflammé, je réagis émotionnellement différemment, moi et moi-même? On est des animaux sociaux, on ne peut pas comprendre le cerveau juste en étudiant le cerveau. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais aussi si ça vous intéresse, mon 2e livre est beaucoup sur ça, de pourquoi on ne va jamais comprendre le cerveau juste en étudiant le cerveau. Il y a notre cercle social, les gens avec qui je suis en contact. Est-ce que quand je suis avec ma fille, ça module différemment mon fonctionnement que quand je suis avec vous? Évidemment que la réponse est oui, mais il faut comprendre comment et pourquoi, etc. Parce que ce n'est pas juste faire des constats. La science, c'est essayer de comprendre comment ça marche, pas juste de faire des observations. Et enfin, il y a l'échelle plus grande, qui est l'échelle macro. En tant que groupe social, on est intégré dans une société. Et donc, ça peut être ma ville, mon quartier, mon agglomération, parfois même des enjeux planétaires, ma culture, les civilisations qui sont développées sur le lopin de terre où je suis né, etc. Tout ça pourrait potentiellement avoir des impacts. Et donc, on fait des allers-retours entre ces 3 échelles. Aujourd'hui, malheureusement, on a le temps de faire en grande partie l'échelle micro. Peut-être qu'on touchera un peu l'échelle méso et l'échelle macro, mais on va être vraiment concentré sur ça. Si vous voulez, je pourrais peut-être revenir une prochaine fois, faire l'échelle méso ou l'échelle macro. On travaille vraiment sur les 3, c'est très difficile de les séparer. En tout cas, quand on bosse dessus. Mais pour faire une conférence, c'est possible. Et donc, on va se lancer directement et on va essayer de répondre, on va faire ce qu'on appelle une expérience de pensée. Donc c'est une expérience qu'on hérite de la philo. C'est des expériences dans nos têtes, pas dans un laboratoire, dans des scénarios qui n'existent pas, pour essayer de répondre à certaines questions. Par exemple, dans les sciences de la conscience, on fait beaucoup d'expériences de pensée. Dans les sciences sur le libre arbitre, on fait beaucoup d'expériences de pensée. Mais dans la cognition, on en fait aussi pas mal. Et une expérience de pensée essaye de répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose? Genre, quand on y pense, on est supposé partager une réalité extérieure, objective, à tous. Mais quand on regarde dans le détail, on n'a pas une même appréciation de cette réalité supposée objective et commune à tous. On va avoir des opinions différentes, on ne va pas être d'accord sur les faits, etc. Et on l'accepte tous de manière très intuitive, parce que c'est quelque chose dans lequel on baigne depuis qu'on est né, qu'on ne pense pas la même chose. Mais on peut se demander pourquoi. Alors là, par exemple, vous allez voir les mêmes diapos, vous allez écouter les mêmes mots. Et si à la fin, je vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence, vous n'allez pas penser la même chose. Certaines, peut-être, vont la trouver géniale et d'autres extraordinaire. Mais vous n'allez pas penser la même chose. Et on peut se demander pourquoi. Évidemment, je peux entendre les pensées dans vos cerveaux qui commencent à émerger, parce qu'il y a des raisons évidentes. On n'a pas le même vécu, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes valeurs qui nous sont inculquées. On n'a pas la même biologie, on ne grandit pas dans le même monde selon notre âge, selon l'endroit où on grandit, etc., etc. Et donc on a imaginé une expérience de pensée qui élimine ces 2 facteurs qui sont très très légitimes pour voir qu'est-ce qui reste. Donc on va imaginer un monde qui n'est pas le nôtre, un monde dans notre tête un peu, où 2 personnes ont exactement le même matériel génétique. C'est encore plus que les jumeaux. C'est un monde où il n'y a pas de mutation génétique, il n'y a rien de tout ça. C'est un monde, encore une fois, qui n'existe pas, où on a 2 personnes qui sont des copies conformes l'une de l'autre. Elles sont identiques, c'est vraiment genre la même chose. Et on les fait évoluer dans quasiment le même environnement. On ne les superpose pas l'une à l'autre, parce que ce serait très difficile de comprendre l'expérience, mais disons qu'on les décale de quelques centimètres l'une de l'autre, et ils vivent les mêmes événements de vie. Donc on leur parle de la même manière, ils voient les mêmes films, ils lisent les mêmes bouquins, ils vont à la même école, ils mangent la même chose, etc. Et la question devient, est-ce que ces 2 personnes vont penser la même chose? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que ces 2 personnes vont penser la même chose? Et si vous dites oui ou non, ça ne nous sert pas à grand-chose, il faut expliquer pourquoi. Parce que le but, c'est de comprendre comment ça marche, pas juste de faire des observations. Donc qui pense que oui, qui pense que non, qui pense pourquoi? Et sinon, je vous donne ce qu'on pense être la bonne réponse, parce qu'on ne peut jamais être sûr, c'est des expériences de pensée. On ne peut pas vraiment les faire dans le monde réel, parce qu'elles n'existent pas. Quelqu'un veut se lancer? Allez-y. Ouais.
Pour les gens qui les entourent, il y a une personne. Les gens qui les entourent voient une personne, les personnes ne peuvent pas interagir l'une avec l'autre. C'est comme si, en fait, je fais vivre une vie à quelqu'un, puis je rembobine, je la déplace de genre 20 cm à droite, et je remets play genre, sur le magnéto. Quoi. Donc, pour l'extérieur, il y a une seule personne, il n'y a pas deux. Pardon ? Oui, même âge, même matériel génétique, même tout. Bah, vous pouvez, mais si vous voulez parler de la personnalité, il faut essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire une personnalité. On va y arriver, on va devoir définir c'est quoi une personnalité à un moment, oui. Est-ce que je suis pour le clonage humain ? Dans la réalité ou dans une expérience de pensée ? Ce que vous êtes en train d'exprimer. Non, j'exprime une expérience de pensée, donc c'est quelque chose Oui, qui n'existe pas. De D'accord. toute façon, on ne peut pas vraiment faire cette expérience. Mais Parce que même si... mais on peut l'apparenter à un clonage humain. Non, parce que si on Parce fait que un clonage... Parce qu'à ce moment-là, l'identité est complète. On ne peut pas l'apparenter à un clonage humain, parce que dans le monde dans lequel nous on vit, c'est pour ça que je ne dis pas un clone, c'est un clone, pendant le clonage, il peut y avoir des mutations. Il peut y avoir des gènes qui sont mal copiés lors d'une division cellulaire. Il va y avoir des différences dans le matériel génétique, dans l'épigénétique, etc. Là, on est dans un monde où c'est comme si je peux appuyer sur genre copier et ça sort la même personne, où il n'y a rien qui est changé. Genre, c'est même pas vous pouvez même imaginer que ce n'est pas des humains, que c'est genre une espèce qui est quasiment comme les humains, mais même les moutons, ils ont des Dolly, quand on l'a cloné, on a vu qu'il y a eu des changements génétiques entre Dolly et son clone. Bonsoir. Bonsoir. Ah là. Oui. Moi, je dirais, pour répondre à la question, parce que Oui, depuis c'est tout à le l'heure, but. on vous pose des questions Ouais. sur une question que vous avez posée. Ouais. Du fait de la mécanique quantique, ils Ouais. ne pensent pas la même chose. D'accord. Voilà. Merci pour votre réponse. Je vais vous donner une sorte de précepte très facile. Quand quelqu'un invoque la physique quantique ou l'épigénétique ou la neuroplasticité, en général, ce n'est pas une très bonne hypothèse. Parce que c'est trois domaines qu'on ne comprend pas très très bien. Et donc, c'est très difficile de faire des liens entre les neurosciences, l'épigénétique et la physique quantique pour le moment. Peut-être que dans le futur, on va découvrir que vous avez entièrement raison. Mais pour le moment, on a des hypothèses pour répondre à cette question sans devoir invoquer la physique quantique. Je prends une dernière potentielle réponse. Très bien, donc une personne qui pense que oui, parce qu'on a un peu les mêmes inputs et donc on va avoir le même output, entre guillemets. Et en fait, pendant longtemps, on pensait que c'était ça et aujourd'hui, on ne le pense plus. On pense que ces deux personnes ne penseraient pas la même chose. En tout cas, ils auraient des écarts significatifs. Ils peuvent être assez similaires, mais ils auraient des écarts significatifs pour trois raisons principales que je vais vous exposer. Mais avant de vous exposer, je veux qu'on fasse une expérience ensemble. Vous allez regarder la même chose. Et vous allez essayer de voir la même chose. Sur la prochaine diapo, il y a deux images. Et entre ces deux images, j'ai intercalé l'équivalent d'un clignement des yeux. Un cache gris qui dure genre 200 ou 300 millisecondes. Je ne me souviens plus de la valeur qu'on avait mis. Et entre ces deux images, il y a un seul truc qui change. Mais il faut trouver qu'est-ce qui change. Tout simplement. Donc c'est un peu comme un jeu des 7 différences, mais il y a une seule différence. Et les images ne switchent pas directement l'une à l'autre. Il y a un cache, un clignement des yeux entre les deux. Vous allez tous probablement trouver et toutes trouver qu'est-ce qui change. C'est juste que vous n'allez pas tous et toutes trouver en même temps. Et donc, je vais vous demander, quand vous trouvez, de lever la main pour signifier que vous avez trouvé, sans rien dire, pour laisser le temps aux autres de chercher. Donc, un seul truc est en train de changer. Il y a un cache de 200 à 300 millisecondes entre les deux images. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas ce cache gris, vous auriez tous et toutes vu instantanément ce qui est en train de changer. Il suffit juste de cette pause attentionnelle de 200 à 300 millisecondes pour faire que ça prenne considérablement plus de temps. Donc une seule chose change. Quand vous voyez qu'est-ce qui change, vous levez la main. Alors, on a les premières personnes qui ont trouvé. Et là, les personnes qui ont trouvé commencent à se demander pourquoi ça a mis autant de temps et pourquoi les autres ne sont pas en train de le voir. Plus il y a des mains qui se lèvent, plus ceux qui n'ont pas trouvé sentent la pression. Plus vous avez la pression, moins vous avez de chances de trouver. Voilà.
Là, dans quelques secondes, on rentre dans la phase où on a les personnes qui n'ont pas trouvé mais qui lèvent la main quand même. Parce qu'elles ne veulent pas se taper la honte avec leurs voisins ou la personne avec qui elles sont venues passer la Saint-Valentin à regarder une conférence de neurosciences. C'est peut-être une bonne idée pour un rencard. Et donc, ils disent « Ouais, bah, bien sûr que j'ai trouvé, chérie. » Et donc, est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi qui change, monsieur? Exactement, la barre derrière qui monte et qui descend. Donc, c'est pas un petit détail. C'est pas genre on a bougé genre le grain de raisin de quelques millimètres. C'est quand même un détail assez flagrant. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus ne plus le voir. Ça devient une évidence. Mais pourquoi vous n'avez pas vu la même chose? Genre quand on pense à cette expérience, elle n'a rien de lié aux valeurs, à toutes ces raisons qu'on a données avant. Ça n'a rien à voir avec les valeurs, avec votre éducation, avec l'environnement dans lequel vous êtes né. Ça n'a rien à voir avec vos gènes. Vous êtes tous capables de voir la barre maintenant. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir un truc dans une scène? Genre, quand même, c'est pas l'image, elle ne fait pas 3 kilomètres, quoi. Genre, c'est une image avec un détail qui n'est pas petit, qui est assez important, et on ne le voit pas. Et la raison de pourquoi on n'a pas tous vu, et vous n'avez pas toutes vu cette barre en même temps, et la raison de pourquoi on pense qu'on ne penserait pas la même chose. En fait, il y a 3 raisons principales de pourquoi on pense qu'on ne penserait pas la même chose, même si on est exposé à des situations identiques, voire quasi identiques, avec une biologie quasi identique. Et ces 3 raisons sont les suivantes. La première, c'est que ma perception est partielle. Elle est partielle, mais elle est aussi partielle. Je ne vois pas tout, et je dois choisir où je regarde. Certains d'entre vous ont dû faire des choix de regarder ici, plutôt que là, plutôt qu'ici, plutôt que là. La deuxième, c'est que mon attention est limitée. Même si à un moment, vous avez regardé peut-être la barre, votre attention a flotté pendant quelques millisecondes, vous êtes passé à autre chose, et si cette tâche de la barre, ça vous a mis 5 à 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, je ne sais pas combien de temps on est resté, c'est juste une petite photo. Le monde est infiniment plus complexe. Il y a beaucoup plus d'informations auxquelles il faut prêter son attention, qu'il faut consolider dans notre mémoire, etc. Et on a des ressources très très limitées. Votre attention, et la mienne aussi, est incapable de garder une image pendant 200 millisecondes pour la comparer à une autre. Et encore une fois, si j'avais enlevé le cache gris, je ne peux pas vous le montrer parce que maintenant vous savez que c'est la barre, donc vous n'allez pas me croire. Et si je vous le montre avant de faire l'expérience, là, l'expérience ne marche plus, donc je ne peux pas vraiment vous montrer ça. Mais ça aurait été instantané. Le simple fait de devoir garder dans votre tête l'information pendant 200-300 millisecondes, c'est déjà trop. Et tout ça est exacerbé infiniment plus dans la vraie vie, parce que le monde est beaucoup plus complexe que cette image avec la barre. Et donc on arrive à une sorte de règle générale de la cognition humaine, ce qu'on est tous et toutes, tout le temps, en train de baigner dans un certain degré d'incertitude. En fait, on a une perception qui n'est pas complète du réel. Quand vous regardez un même film, vous ne pensez pas la même chose, pas juste à cause de votre éducation, de valeurs, etc. Évidemment que ça joue un rôle, mais surtout parce que vous ne retenez pas le même film. Peut-être que certains d'entre vous, il y a la scène du début qui les a marqués, peut-être qu'une autre personne, il y a la moitié, peut-être que la troisième, elle était tellement dans son bol de popcorn qu'elle a baissé la tête, et du coup elle a raté une super scène qui a marqué tous les autres. On fait des choix en permanence. Donc même si on a un monde en commun qui est objectif et stable, on n'y a pas accès. C'est comme si chacun et chacune d'entre nous sont en train de regarder par le trou d'une serrure et on ne retient même pas tout ce qu'on voit. Donc même si on regarde la même chose, on n'est pas en train de la retenir. Et donc cette incomplétude cognitive a pas mal de conséquences. Et surtout, quand moi je vis dans ma vie quotidienne, je n'ai pas l'impression qu'il y a des trous dans ma cognition. Quand je regarde, je n'ai pas l'impression qu'il y a des trous autour de moi. Donc il y a quelque chose qui est en train d'invisibiliser cette incertitude dans laquelle on baigne en permanence. Il n'y a aucune manière d'avoir accès à toutes les informations de quelque chose. En tout cas, théoriquement peut-être que oui, mais dans la pratique, c'est très très difficile. Et avant de voir comment est-ce que notre cerveau nous cache cette incertitude, cette incomplétude, on peut se poser une deuxième question. Si on est tout le temps en train de gérer des informations incomplètes, comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance? Et moi, c'est sur ça que je travaille. Moi, mon travail, toute cette introduction, c'est pour arriver à cette diapo. Moi, je travaille sur comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. On appelle ça de l'épistémologie ou de l'ontologie. Qu'est-ce qui est là et comment est-ce que je sais ce qui est là? Et je travaille sur ça à plusieurs niveaux. Par exemple, avec mes patients et mes patientes,
On travaille sur comment est-ce que je sais ce que je sais sur moi. Est-ce que j'ai une bonne confiance en moi? Est-ce que je suis trop triste? Est-ce que je suis trop stressé? Est-ce que mon cerveau a une sorte de pathologie qui impacte mon rapport aux autres ou au monde extérieur? Avec mes étudiants, on travaille sur comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait sur la psychologie. Comme je vous ai dit, notre discipline n'est pas encore hyper robuste parce qu'elle est relativement jeune. Et donc, on n'est jamais à l'abri d'être en train de s'inventer des histoires fausses sur comment on fonctionne. Et donc, c'est important avec mes étudiants qu'on questionne, qu'on ait un regard critique sur notre discipline. Je travaille aussi avec, donc, comme je vous disais, la population générale sur des sujets très très variés. Je fais partie d'un laboratoire où on travaille sur le facteur humain dans la transition énergétique. Je suis membre du panel du CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne. Je travaille avec parfois des professions particulières. Je travaille avec l'armée de terre, je travaille avec les médecins sur les biais dans leur prise de décision médicale, etc., etc. Mais le fil conducteur de toutes ces choses que je fais, c'est comment est-ce que je peux savoir ce que je sais. Parce que pendant très longtemps, donc en gros, comment est-ce qu'on complète ces informations incomplètes? Quelles sont les règles qui régissent tout ça? Parce que pendant longtemps, on n'avait pas vraiment de méthode d'acquisition de la connaissance. Et quand je parle de méthode, je ne suis pas en train de référer à la méthode scientifique. Genre, on ne se questionnait pas. Si quelque chose avait l'air logique, avait l'air intuitif, avait l'air cohérent, on l'accepte. Et si quelque chose avait l'air pas logique, on le rejette. Par exemple, en médecine, pendant à peu près 2000 ans, quelle était la première ligne de défense? Genre, vous allez voir en 1643, un toubib, qu'est-ce qu'il vous prescrit? Une saignée. Et la saignée, ça vient d'une explication très intuitive qui dit, si quelque chose va mal, c'est qu'il y a probablement un problème dans le corps, et donc la meilleure chose à faire, c'est de la sortir. Donc imaginez que moi j'ai un rhume, je vais voir un médecin en 1741, c'est un peu plus trop tard, en 1423, il me dit, Albert, on connaît ça. C'est un truc qui se cache souvent dans ton bras gauche. On va te saigner ton bras gauche, on va faire tomber, je sais pas, 10 centilitres, et tu vas attendre quelques jours et tu vas voir que tu vas être remis. Donc il me coupe, puis il me saigne, il me recoue, et il me dit, vas-y, va chez toi, tu vas voir, dans quelques jours tu vas aller mieux. Dans quelques jours, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller mieux. Et donc on va se dire, la saignée, ça marche. Si un jour j'ai une maladie plus grave, je vais voir le médecin, parce que c'est un très bon médecin, il m'a soigné quand même de mon rhume la dernière fois, ce qui était très incommodant. Et il me dit, ah ouais, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est souvent le bras droit, donc on va couper le bras droit, on va saigner le bras droit, on me recoue, on attend quelques jours, je ne vais pas mieux. Donc je pars le revoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire une deuxième saignée ailleurs. Il va me dire, ça c'est un truc qui se déplace dans le corps, on va saigner maintenant la jambe, donc il me saigne la jambe, je ne vais pas mieux, l'autre jambe, je ne vais pas mieux, l'autre bras, je ne vais pas mieux, je ne sais pas, l'estomac, le dos, je ne vais pas mieux. Et à un moment, je meurs. Pas de bol. Qu'est-ce qu'on va se dire quand je meurs? Pardon? Qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Genre, on est déjà en train de sauver plein de gens. Vous ne pouvez pas en demander trop, les gars. Donc, on ne peut pas sauver tout le monde. Et on a continué à faire ça pendant 2000 ans. Et l'information incomplète dans ce cas-là, c'était on ignorait l'existence des microbes, des virus, des bactéries, des micro-organismes, du système lymphatique, du système immunitaire, des globules blancs, des globules rouges, tout ça. Mais le fait qu'on ignore son existence, en fait, ce n'était pas problématique. Notre cerveau semble broder avec l'information disponible. C'est pour ça que je vous dis que peut-être en psycho, on est encore en train de louper de grands trucs, mais on ne peut pas savoir, on n'a pas un mécanisme pour évaluer ce qu'on ne sait pas. Notre cerveau agit avec l'information qui est disponible. Avec ça, on peut faire des trucs très très marrants. Par exemple, il y a un chercheur qui s'appelle Tyler Weigen, et Tyler, c'est un chercheur qui télécharge des banques de données publiques, donc tous les chiffres que vous voyez sont réels, mais il les met ensemble de manière assez bizarre, on va dire, à défaut de trouver un autre mot. Par exemple, ici, en noir, vous avez le nombre de films dans lesquels est apparu Nicolas Cage, c'est un acteur américain que vous connaissez peut-être, et en rouge, vous avez le nombre de personnes qui sont mortes noyées dans une piscine. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, mais il y a une corrélation statistique de 66%. Et donc, on pourrait se dire que si on veut lutter contre les noyades, il faut juste aller demander à Nicolas de faire moins de films. Genre, Nico, tu vas arrêter de faire des films, je suis en train de causer des noyades, c'est pas sympa. Juste, on va trouver un autre acteur et ça va bien le faire. Évidemment, vous réalisez que ça n'a aucun sens. C'est de là que vient un adage statistique qui dit une corrélation n'est pas une causalité. Mais parfois, les corrélations que trouve Tyler sont assez troublantes. Par exemple, là, on a une corrélation de 94%
que la consommation de fromage est liée au nombre de personnes qui meurent prises dans leur drap de lit. Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait mourir comme ça, mais il y a à peu près genre 700 personnes, 750 personnes qui ont été prises par leur drap de lit en 2009, et la consommation dans ce pays de fromage était vraiment élevée. Donc, il faut soit ne plus dormir dans des draps de lit, soit arrêter de manger du fromage. Évidemment que là aussi, il n'y a aucun lien. On appelle ça des corrélations hasardeuses. Donc, c'est des artefacts statistiques parce qu'ils cherchent et ils trouvent. Mais parfois, ces trucs assez marrants peuvent avoir des conséquences, je ne dirais pas graves, mais des conséquences réelles. Par exemple, dans les années 50, il y a eu une mini-épidémie de polio dans un État, dans une ville aux États-Unis. Et les cas de polio, donc c'est les points en noir, corrélés de manière troublante avec les ventes de glace. C'est les points en rose. De telle manière à ce que les autorités de santé publique de l'époque ont demandé aux industriels de faire un rappel de leurs glaces et le retrait des marchés en se disant que les glaces ont été contaminées à la polio à un moment dans la production. Une fois que les glaces sont arrivées au laboratoire, ils les ont testées et les glaces étaient complètement normales. Il n'y avait rien, c'était juste des glaces. Mais dans ce cas-là, il y a une explication de pourquoi les cas de polio et les ventes de glace corrélées de manière aussi troublante. Et ma question pour vous, c'est est-ce que quelqu'un a une hypothèse sur ça? Exactement, la température, on a ce qu'on appelle en statistique un facteur confondant. C'est un facteur qu'on ne voit pas à l'écran et qui agit de manière indépendante sur les deux facteurs. Donc c'est quand il fait plus chaud, on mange plus de glace. Quand il fait plus chaud, la polio se répand plus vite pour plein d'autres raisons. Mais l'information était incomplète et le cerveau des gens de l'époque a inventé une flèche inexistante qui dit que c'est les glaces qui causent la polio. D'ailleurs, quand ils ont testé les glaces, il n'y avait rien. Ils se sont dit que peut-être que quand on a la polio, on a envie de manger des glaces. Et que c'est dans ce sens-là. Et là, ce que vous venez de faire, quand vous avez proposé la chaleur, ce qu'eux, ils ont fait quand ils ont proposé que c'est les glaces qui ont été contaminées ou que c'est la polio qui donne des envies de glace, vous venez de proposer des modèles théoriques, vous venez de faire de la science. Vous avez proposé 3 modèles théoriques et il y en a un qui était plus vrai que l'autre. Une autre manière de dire ce mot de modèle théorique, quand on sort du champ de la science, il y a une phrase très connue que vous avez peut-être sans doute entendue qui dit « la carte n'est pas le territoire ». Le territoire, c'est le monde réel et la carte, c'est les représentations qu'on a du monde réel. Et il y a tout le temps un décalage entre les cartes et le territoire, que ce soit en science ou ailleurs. En science, par exemple, comme je vous disais, par exemple, nos cartes sur le déplacement des objets dans l'espace sont assez fidèles et fiables par rapport au territoire. C'est comme ça qu'on peut envoyer des satellites dans l'espace, qu'on peut construire des voitures, etc. Et nos cartes, nos modèles théoriques en neurosciences, par exemple, ne sont pas encore très fidèles par rapport au territoire. C'est vraiment comme si vous preniez une carte du Moyen-Âge versus Google Maps avec le trafic en temps réel. Vous pouvez avoir des cartes plus fidèles et plus fiables par rapport au territoire que d'autres en sciences. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça alors qu'on veut parler de la cognition et de nos cerveaux? Parce que notre cerveau est en fait un organe à créer des cartes. C'est juste que si en science, ces cartes, on appelle ça des modèles théoriques et ils sont explicites, c'est-à-dire c'est des formules, on peut les donner à au pair, les faire évaluer. Nos modèles théoriques dans notre cerveau, qu'on appelle des modèles mentaux, sont des cartes implicites. Je ne peux pas fermer les yeux et me demander quelle est la règle que je pense régit, comment je comprends la réforme des retraites. Mais il y a une règle qui vient de tout mon vécu, on appelle ça des a priori. Donc c'est pas vraiment le même sens que quand on dit j'ai un a priori qui est péjoratif dans la langue commune. En sciences cognitives, quand on dit un a priori, c'est toutes les choses que vous avez déjà rencontrées dans votre vie et qui vous sert à créer ces cartes qui ne sont pas le territoire, mais que votre cerveau va broder avec l'information qui est disponible. Par exemple, pendant ces 2000 ans de médecine, la carte c'était, si quelqu'un est malade, il a un problème dedans, on va le sortir et il va aller mieux. C'est une carte implicite qui existait. Vous avez des cartes pour tout. Vous avez des cartes sur comment fonctionne votre couple ou votre célibat, sur comment fonctionne votre ville, votre opinion sur votre boucher, votre opinion sur tout, sur qu'est-ce qui se passe en Russie, toutes les choses auxquelles vous avez, sur les sciences, sur la physique quantique, etc. Toutes les choses, même si vous avez été exposé hyper partiellement sur un sujet, votre cerveau forme une opinion dessus. Parfois, il y a des cartes qui sont partagées quasiment par tout le monde. Et ça, ce n'est pas juste les humains qui fonctionnent comme ça, même les autres mammifères. Par exemple, une des cartes les plus ancrées pour pouvoir fonctionner s'appelle la permanence des objets. Que si je mets un objet quelque part et que personne n'interfère avec cet objet, il reste là. Et ça, même les animaux l'ont, c'est nécessaire pour pouvoir fonctionner. C'est pour ça que les tours de magie souvent font disparaître des choses, parce que ça prend un contre-pied, une carte très très ancrée, et vous pouvez faire des tours de magie même avec les animaux, ça marche de la même manière. Prenez une croquette, vous la mettez dans votre main
devant un chien, et puis vous ouvrez votre main et la croquette n'est pas là, il pète un plomb. Genre, qu'est-ce qui se passe? Et on va voir pourquoi. Mais ces cartes font que vous êtes qui vous êtes. C'est à partir de ces cartes que vous prenez toutes les décisions, toutes les émotions que vous ressentez, toutes les intuitions qui vous viennent, sont le fruit d'une matrice infinie de cartes. Enfin, elle n'est pas infinie, mais on a l'impression qu'elle est infinie, et à laquelle on n'a pas accès. C'est cette carte qui fait que vous êtes unique, et vous êtes unique comme tout le monde. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas tous la même chose? C'est parce qu'on a des représentations du territoire qui ne sont jamais le territoire. Donc, on n'est pas vraiment en train d'avoir accès au monde réel, on a des représentations du monde réel, et chacun et chacune d'entre nous crée des représentations qui sont un peu différentes, parce qu'on n'est pas en train d'avoir accès à ce réel. Donc, ça devient important, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi, de comprendre comment est-ce que mon cerveau crée ces cartes. Quelles sont les règles qui régissent la création de ces cartes. Et donc, pour le reste de notre conférence, on a encore, je ne sais pas, 30 minutes, je sais pas. J'ai inventé un chiffre, parce que je suis hyper à la bourre, donc je me suis donné 30 minutes. On va voir comment est-ce que notre cerveau crée ces cartes et quelles sont les conséquences de ces mécanismes. Et donc, on va faire ça en 3-4 parties. Pour pouvoir déjà faire quoi que ce soit, il faut percevoir le monde. Donc, il faut commencer par la perception. On va voir c'est quoi la perception. Une fois que j'ai perçu le monde, il faut que je l'intègre avec les cartes préexistantes. Encore une fois, les cartes commencent à être créées peut-être même in utero. Donc j'ai besoin d'interpréter, d'agencer, de créer une croyance, etc. Une fois que j'ai créé, j'ai interprété ce que j'ai perçu, on est des animaux sociaux, il faut les communiquer aux autres. Et dans cette démarche de communication, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et enfin, tout ça baigne dans un contexte, notre environnement. Aujourd'hui, on n'aura malheureusement pas le temps de faire la communication et l'environnement, c'est la cognition sociale et puis ce qu'on appelle le contexte. Donc on va essayer de au moins couvrir notre perception et notre interprétation. Mais sachez qu'il y a d'autres étapes qui arrivent derrière. Et donc on commence par notre perception. Il faut percevoir le monde pour pouvoir interagir avec. Donc notre perception, c'est nos sens. Combien de sens est-ce qu'on a? 5. On en a 8. Donc on va essayer de voir si vous connaissez nos 8 sens. Donc il y a les 5 les plus connus, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Qui connaît d'autres sens? Donc un sens, c'est quelque chose, c'est des sortes de capteurs que j'ai qui peuvent me donner de l'information sur le monde extérieur. Ou parfois, il y a ce qu'on appelle l'interoception. Donc ce n'est pas vraiment la perception, donc on va l'exclure. Des choses de mon monde intérieur. Est-ce que quelqu'un connaît 3 autres sens qui ne sont pas sur ce graphique? L'intuition n'est pas un sens, c'est l'intuition, nos pensées, nos intuitions et nos émotions sont des processus cognitifs. Peut-être merci pour ça, parce que c'est important. Quand j'utilise le mot cognition, je ne suis pas en train de parler de nos pensées. Je suis en train de parler de nos pensées, de nos émotions et de nos intuitions. La séparation est un peu une séparation de langue. Mais dans les processus cognitifs, c'est 3 choses qui sont confondues. La température, absolument. Ce qu'on appelle la thermoception, d'ailleurs les chercheurs qui ont trouvé les circuits de thermoception ont gagné le prix Nobel l'année passée, parce que pendant longtemps on pensait que c'était la même chose que le toucher. Et d'ailleurs, si ça vous amuse, je peux vous raconter une anecdote que j'ai appris récemment. On n'a pas un sens pour l'eau. En gros, on n'a pas de capteur hydrique dans notre corps. On n'a pas un sens pour savoir si quelque chose est mouillé ou pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on détecte l'humidité dans une sorte de combinaison entre notre toucher et notre thermoception. Et du coup, il y a une illusion haptique ou thermoceptive. De la même manière qu'on a des illusions optiques, on a des illusions sur tous nos sens. Par exemple, j'ai sorti un podcast récemment qui s'appelle « Votre cerveau avec des illusions auditives ». Parfois, quand votre linge, vous le mettez à sécher ou vous l'étendez, il y a un point très particulier où vous ne savez plus s'il est froid ou s'il est mouillé. Ben ça, c'est une illusion haptique, à défaut de trouver d'autres mots, parce qu'on n'a pas des capteurs d'eau. Et donc votre cerveau ne sait plus vraiment est-ce que c'est froid ou est-ce que c'est mouillé, parce qu'on sait si quelque chose est mouillé à travers des interactions entre ces 2 sens. Donc voilà. Donc quand vous ne savez pas, c'est normal, vous ne pouvez pas savoir. Donc la thermoception, il nous manque encore 2 sens. La douleur, la nociception, un sens très très important. Il y a des personnes qui parfois naissent sans nociception et elles ne vivent pas très très longtemps. Parce que, par exemple, elles ont une hémorragie interne et elles ne peuvent pas le savoir, ou elles se blessent et elles ne le sentent pas. Et il y a une dernière. Les maths. Les maths.
Ah, les mouvements d'air. Les mouvements d'air, c'est avec le toucher. C'est avec les petits cils qu'on a qui donnent l'information. Le vent, quoi. Ouais. L'équilibre, absolument. Ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, ce n'est pas juste l'équilibre, c'est tous les sens qui nous permettent de repérer notre corps dans l'espace. Donc c'est souvent nos yeux avec le liquide dans notre oreille. Est-ce que je suis à la verticale? Est-ce que je suis à l'horizontale? Est-ce que je suis penché? Est-ce que je suis droit? On a des petits canaux dans notre oreille. On a 3 canaux pour chaque axe, genre X, Y et diagonale. Il y a des cristaux dedans. Et parfois, par exemple, un cristal se déloge et vous avez des vertiges. On vous fait faire genre des mouvements très chelous pour que ça parte. C'est parce qu'on essaye de réguler les cristaux qui ont pété dans votre oreille. Je l'ai, donc je sais c'est quoi. La faim et la soif, ce n'est pas des sens, c'est des sensations. Donc ce n'est pas un sens. Par exemple, si vous ne mangez pas, vous allez avoir la sensation de faim. Et si vous restez assez de temps sans manger, la sensation de faim disparaît. Ce n'est pas du tout comme l'aiguille d'un réservoir d'essence dans une voiture. Ou si vous ne mettez pas de l'essence, la voiture ne dit pas « Ah ok, et ça remonte ». Genre, ça s'arrête au bout d'un moment. Et la soif, la même chose. Si vous avez très très soif et vous ne buvez pas, à un moment, la sensation de soif disparaît. Ce n'est pas une perception, c'est une sensation. Et donc on a ces 8 sens. On peut en rajouter le 9e, donc l'interoception. Par exemple, je ferme mes yeux et je sais que j'ai 3 doigts qui sont levés. Comment est-ce que je le sais alors que je ne les vois pas? Parce que j'ai un sens qui me dit la position de mon corps par rapport à lui-même. Et nos sens ne sont pas parfaits. Ils sont soumis à plein d'approximations. Par exemple, quand je touche cette table, je ne touche pas les atomes individuels de la table. C'est pour ça que pas toutes les choses ont la même texture. Ça dépend de ma capacité à ressentir. Et donc, nos sens ne sont pas déjà à l'étape de la perception. On n'est pas en train d'avoir vraiment accès au monde réel. On a accès à une reconstruction du monde réel. Et pendant longtemps, on pensait que, si on prend par exemple la vision, que notre cerveau est en train de reconstruire le monde. Que, en gros, ce qui est en train de se passer, par exemple, je vous regarde, des photons de lumière sont en train de rebondir sur votre peau, touchent ma rétine. Ma rétine, c'est la membrane principale pour ma vision. C'est une membrane qui est capable de transformer les photons de lumière en un signal électrique. Le signal électrique va traverser le long de mon nerf optique, en passant par le chiasma optique, donc chiasma du nom de notre collectif, et aller derrière, dans le cortex occipital, qui est le cortex principal visuel, qui va reconstruire vos visages, envoyer l'information aux aires visuelles associées, arriver au cortex préfrontal, et bim, une audience agit devant moi. Et pendant longtemps, on pensait que c'est comme ça que fonctionne la perception, que c'est juste de la reconstruction. Par exemple, si vous regardez un objet complexe, vous avez une aire du cerveau, et on connaît ces aires, hein, c'est des choses qu'on comprend assez bien aujourd'hui. On a une aire qui va recréer la forme, une autre les couleurs, une autre l'orientation, une autre le mouvement, les combiner, les envoyer au cortex préfrontal, bim, l'image apparaît. Récemment, on a découvert que ça ne marche pas comme ça. Parce qu'encore une fois, nos modèles théoriques ne sont pas top. Donc on appelle ça l'approche bottom-up, du bas vers le haut, que je vois le monde et le monde apparaît. Mais récemment, on a découvert que notre cerveau fait ça, donc on n'avait pas vraiment tort, mais c'était incomplet, on revient à cette notion d'incomplétude, mais que notre cerveau est aussi en train de prédire le monde. Un des plus brillants chercheurs qu'on a dans le monde aujourd'hui autour du thème de la conscience, comment est-ce que la conscience émerge, c'est un gros sujet philosophico-neuroscientifique, j'ai fait une conférence dessus il y a 1 mois, considère que la conscience est une hallucination contrôlée, que notre cerveau ne peut pas fonctionner juste sur la base de la reconstruction, parce qu'on a besoin souvent d'agir vite, et pour gagner en efficience, notre cerveau prend ces cartes déjà existantes et prédit en permanence le monde, qui a une phase qu'on appelle top-down, donc bottom-up et top-down. Top-down, où mon cerveau est en train de prédire. Donc là, quand vous regardez cette image, votre cerveau la reconstruit, mais en même temps, vous êtes en train de prédire. Vous êtes en train de prédire que ces silhouettes, c'est des voitures sur une autoroute, qu'il y a de la glace, qu'il y a de la pluie sur le pare-brise, et que ces voitures sont probablement en train d'aller très vite. Pour pouvoir faire cette tâche, il faut prédire en permanence comment les autres conducteurs vont agir, mettre le clignotant, préparer l'action. Et donc mon cerveau a besoin d'être tout le temps en train de reconstruire et de prédire en même temps. On est en train de mettre de soi, en fait, dans le monde en permanence. Grâce à ces règles qui vont nous permettre de prédire plein de choses. Par exemple, quand on a parlé de nos sens, on n'a pas un sens pour mesurer les objets.
On n'a pas un mètre intégré dans mon cerveau. Je ne peux pas regarder cette bouteille et faire et vous dire, genre, elle mesure 20 cm. On n'a pas ça. Donc notre cerveau va utiliser ses projections, ses prédictions pour pouvoir apprécier la taille des choses. Et évidemment, avec ça, on peut faire plein de trucs qui nous trompent. Par exemple, sur cette diapo, ces 3 voitures sont exactement la même voiture. Pas la même voiture, genre le même modèle. C'est exactement la même taille de voiture. Votre cerveau, pour calculer la distance des choses, fait une sorte de calcul entre combien est-ce que c'est loin et combien est-ce que c'est grand. Et si je m'approche de vous, je suis plus grand. Et si je m'éloigne de vous, je suis plus petit. Et donc, si 3 voitures ont exactement la même taille, et une est loin et une est proche, c'est que celle qui est loin mais qui maintient la même taille est plus grande. Donc il prédit qu'elle est plus grande, et donc vous avez l'impression qu'elle est plus grande. Et évidemment, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne me croient pas. Donc je vais vous le prouver. Regardez. C'est la même. On appelle ça de la perspective. Tout simplement. Nos sens ne sont pas hyper fiables et nos prédictions ne sont pas top tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la barre, qui une fois vous l'avez trouvée, parce que c'est un biais attentionnel, vous ne pouvez plus ne plus la voir, avec ce biais qui est un biais perceptif, donc on n'est pas encore au biais cognitif, mais on y arrive lentement mais sûrement, le savoir ne vous sert à rien. Savoir que c'est la même taille, votre cerveau n'a pas recalibré sa perception, et là vous les voyez de la même taille. Moi j'ai déjà vu cette illusion 100 000 fois, et je vois encore la voiture du haut comme plus grande que la voiture du bas. Donc savoir, ce n'est pas assez pour contrer nos prédictions. On va voir encore une dernière illusion d'optique avant de faire le saut entre notre perception et notre cognition. Et cette illusion d'optique, c'est la suivante. Et on va faire une mini-synthèse après ce bloc. Et on voit si on continue, qu'est-ce qu'on fait, le temps et tout. Donc vous regardez la même chose, mais vous ne voyez pas la même chose. Je veux que les personnes qui voient la danseuse tourner dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre lèvent la main. Donc déjà, on a un problème. Il y a des personnes qui la voient tourner dans un sens contraire à tous les autres. Donc j'imagine tous les autres, vous la voyez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais commencer par mettre tout le monde d'accord. Pour certaines personnes, elle est en train de changer. Quand ça change, c'est votre cerveau qui change, pas elle. Regardez. Si vous regardez maintenant à droite puis au centre, la danseuse du centre tourne dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Si vous regardez à gauche puis au centre, la danseuse du centre tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et pour vous prouver que moi je ne suis pas en train de traficoter la danseuse du centre, si vous regardez à droite puis au centre, vous allez la faire tourner dans un sens. Si vous regardez à gauche puis au centre, vous la faites tourner dans un autre sens. Et chacun et chacune d'entre vous peuvent la faire changer de sens quand vous voulez, comme vous voulez. Il suffit juste de porter votre regard à droite ou à gauche, puis de revenir au centre pour que la danseuse du centre se calque sur ce que vous venez de voir. S'il y a quelqu'un pour qui ça ne marche pas, je suis très intéressé par votre cerveau. N'hésitez pas à venir me voir, ça va bien se passer. Mais a priori, ça devrait marcher pour tout le monde. Et ma question pour vous, c'est comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que la danseuse du centre, on peut la voir de 2 sens différents, alors que la danseuse à gauche, vous pouvez essayer autant que vous voulez, vous n'allez pas la voir tourner dans le sens inverse aiguille d'une montre, et la danseuse de droite, vous pouvez essayer autant que vous voulez, vous n'allez pas la voir tourner dans le sens aiguille d'une montre. Est-ce que quelqu'un a un modèle théorique explicatif de ça? Oui. Absolument. Et donc, si on utilise le langage qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, la danseuse du centre est incomplète. En gros, ce que dit monsieur, j'allais dire votre pote, mais j'imagine que vous ne connaissez pas tous, cette danseuse est un mouvement en 3 dimensions, mais on n'a pas de marqueur de profondeur. On a juste vertical, horizontal, et on ne sait pas quand est-ce que la jambe passe, devant ou derrière. À gauche et à droite, on a rajouté de l'information. Donc ici, on a des informations incomplètes. On a rajouté de l'information de profondeur. Vous voyez le rouge passer derrière, puis devant, ce qui indique un sens de rotation. Et ici, on a rajouté des couleurs de manière différente à celle de droite, où maintenant, le pied pivot, c'est le pied gauche, et donc le mouvement devient dans le sens aiguille d'une montre. Donc, cette danseuse est
et incomplète. Le mot technique pour ce genre d'image, on appelle ça un stimuli ambigu. Il est ambigu parce qu'il lui manque de l'information. Et dans le cas de notre danseuse, on appelle ça un stimuli ambigu bistable. Elle est bistable parce qu'on peut la stabiliser de deux manières différentes. Soit je rajoute de l'information pour la stabiliser dans le sens d'aiguille d'une montre, soit je rajoute de l'information pour la stabiliser dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Et ce qui se passe est très mécanique. Quand vous allez regarder quelques millisecondes ici, vous allez former ce qu'on appelle un a priori, donc une carte quelque part, et votre cerveau va porter cet a priori et prédire et rajouter et stabiliser l'ambiguïté basée sur votre a priori. Quand vous regardez quelques millisecondes ici, vous allez former un autre a priori, vous allez stabiliser l'ambiguïté avec cet a priori. Notre cerveau n'est pas capable de voir si une information est incomplète, il complète, et il va compléter avec ce que vous venez de voir. Donc, stimuli ambigu bistable, je pense que j'ai une autre image aussi d'un truc comme ça. Je vais essayer de vous le trouver. Pourquoi il n'est pas là? Un instant. Est-ce que je l'ai ici? Voilà. Par exemple, ça c'est une autre image bistable. Vous pouvez voir un lapin ou un canard. C'est juste beaucoup plus facile. Il suffit juste de penser à lapin-canard. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu de lapin de sa vie, mais juste des canards. Oui, il y a un lapin, il y a un canard. Genre ça, c'est le bec du canard, comme ça. Soit ça, c'est les oreilles du lapin, et ça, c'est son museau, il regarde comme ça. Imaginez que quelqu'un n'a jamais vu de lapin de sa vie, ça, c'est juste un canard. Une personne qui n'a jamais vu de canard de sa vie, ça, c'est juste un lapin. Et quelqu'un qui a vu les deux peut passer entre les deux. Notre danseuse, c'est le même concept, c'est juste plus dynamique, on va dire. Et donc, vous formez des a priori, vous allez stabiliser avec les a priori que vous avez. Et si vous m'avez suivi depuis le début de la conférence, j'ai essayé d'insister tout le temps sur la même idée que la réalité est tout le temps incomplète. Et donc, il y a des philosophes de l'esprit, on a des philosophes de l'esprit, qui considèrent que la réalité est ce qu'on pourrait appeler un stimuli ambigu multistable. Si cette danseuse, on peut la stabiliser de deux manières, notre canard-lapin, on peut le stabiliser de deux manières, il y a des stimuli tristables, quadristables, pentastables. La réalité est ce qu'on appelle un stimuli ambigu multistable, et on est tous en train de la stabiliser avec nos a priori. Par exemple, si vous êtes dans cette situation, une personne que vous connaissez a ses a priori, et vous avez ses a priori, vous n'êtes pas d'accord. Même si vous êtes face à un monde objectif, extérieur et commun, la manière dont vous êtes en train de le compléter est différente. Et pour revenir à la personne qui m'a dit la personnalité, je ne sais plus qui m'a dit la personnalité, merci madame. En fait, la personnalité, c'est quoi? À partir de ce qu'on est en train de dire ici, la personnalité, c'est une description de comment une personne stabilise l'ambiguïté du réel. C'est tout. En fait, je suis en train de décrire la carte d'une personne. Par exemple, une personne optimiste. L'optimisme, c'est quoi? L'optimisme, c'est une stabilisation de l'ambiguïté du futur. Le futur est par définition incertain, il n'est pas encore là. Un optimiste, c'est quelqu'un qui se dit le futur va bien se passer, qui projette une hypothèse positive sur le futur. Une personne pessimiste, c'est quelqu'un qui se dit le futur va mal se passer. Et donc, on va décrire ça comme un trait de personnalité. C'est quoi une personne jalouse? Déjà, personne ne se dit, moi, quand je serai grand, je vais être jaloux. Ce n'est pas un choix qu'on fait. On ne se dit pas, j'ai envie d'avoir la carte, genre la carte cartouche jalousie. Mais être jaloux, c'est une description de comment on stabilise l'ambiguïté de certaines interactions, souvent dans le cadre d'une relation amoureuse. Par exemple, imaginez que moi, je suis en couple, je prends mon téléphone, disons que ça, c'est mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, et cette personne ne répond pas. Elle ne répond pas, information incomplète. Il faut que je la complète. Être jaloux, c'est se dire, elle ne répond pas parce qu'elle me trompe. Ne pas être jaloux, c'est se dire, elle ne répond pas parce qu'elle est occupée. En fait, quand vous êtes en train de décrire quelqu'un, vous êtes en train de décrire la part qu'elle met d'elle-même pour stabiliser l'ambiguïté du réel. Et donc, on pourrait se dire, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on voit le monde tel que nous sommes. On est tout le temps en train de mettre de soi dans le monde. Mais attention, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le piège relativiste. Ça ne veut pas dire que le réel n'est pas important. Il y a des marges de manœuvre. Certaines choses peuvent être plus ambiguës que d'autres. Plus une situation est ambiguë et incertaine, et plus je peux lui attribuer le sens que je veux, et moins une situation est ambiguë et incertaine, et moins je peux lui attribuer le sens que je veux. Par exemple, si vous avez suivi un peu tous les... je ne sais pas comment on peut appeler ça, les débats autour de Covid, des vaccins contre Covid, etc., chacun y est allé à sa sauce. Pourquoi? Parce que c'est ambigu. Un nouveau virus,
donc très incertain. Si vous travaillez sur les coronavirus depuis très longtemps, vous allez dire que c'est juste une question de temps. Si vous ne faites pas du tout confiance aux institutions médicales, vous allez vous dire « Ah, bah, c'est un complot pour nous faire passer un truc dans le corps ». Si vous êtes, je ne sais pas, anti-chinois, vous allez vous dire c'est les Chinois qui ont lâché ça dans la nature juste pour nous faire chier, etc. etc. Ça, c'est possible parce que c'est ambigu. Mais on ne voit pas, par exemple, je sais pas, il y a eu tout de trucs sur le vaccin contre Covid. Il y a même j'ai une personne que je connais très très bien et qui était genre anti-vaccin à mort. Et malheureusement pour elle, je savais qu'elle prenait un médicament, une petite pilule bleue, qui s'appelle Viagra. Et en fait, elle me dit jamais Pfizer, c'est des salauds, etc. Et je lui ai dit, du coup, Viagra, c'est fait par Pfizer. Et il n'avait aucun problème à prendre du Viagra. C'est quoi la différence entre le vaccin et la Viagra? C'est juste que la Viagra est moins incertaine. C'est quelque chose qu'il connaît, et donc il peut moins mettre de lui-même sur le Viagra que sur un vaccin qui est donc très très ambigu. Quand on a inventé la ceinture de sécurité, il y a eu des débats de monstres, et aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Les sujets peuvent se stabiliser ou rester plus ambigus selon le cheminement sociétal qu'on fait tous ensemble. Et donc c'est important de garder en tête que c'est pas genre chacun est en train d'inventer sa réalité, il y a des marges de manœuvre qui vont être plus ou moins importantes. Et on les voit, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les sujets sociétaux, genre les vaccins, les OGM, etc. On le voit même dans notre vie quotidienne. Par exemple, moi j'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale, c'est la peur de parler en public. Donc j'ai travaillé beaucoup sur la cognition sociale. Et dans notre cognition sociale, on a 3 types de pensées, ou 3 ordres de pensée. On a les pensées du premier ordre. Et les pensées du premier ordre, c'est qu'est-ce que je pense de moi? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un de compétent, de sympa, de moche, de beau, de flemmard, etc. On a ce qu'on appelle nos pensées du second ordre. Nos pensées du second ordre, c'est qu'est-ce qu'on pense des autres? Est-ce que je pense que vous êtes une audience cool, attentive, sympathique, que votre ville est cool, etc. Et puis on a les pensées du troisième ordre. Et les pensées du troisième ordre, c'est qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi? Est-ce que je pense que vous pensez que je suis sympa, etc. Et quand on a une phobie sociale, en fait, les pensées du troisième ordre, on n'a jamais accès à... Donc mes pensées du troisième ordre sont vos pensées du second ordre. Qu'est-ce que je pense que vous pensez de moi? Donc c'est vos pensées du second ordre. Mais en fait, j'ai jamais accès à vos pensées. Et donc mon cerveau a besoin de stabiliser l'ambiguïté de qu'est-ce que je pense que vous pensez de moi. Et quand on a une phobie sociale, donc c'est un trait de personnalité, on peut considérer ça comme ça pour faire vite, c'est une description de je vous regarde, vous me regardez, et je me dis que je vois dans vos yeux que vous ennuyez, que vous regrettez de vous être assis au premier banc, parce que si vous étiez assis derrière, vous auriez pu filer, et là vous dites ah non, ça se fait pas, il y a des gens qui me connaissent, genre ça se fait pas. Je vous regarde et vous avez les bras croisés, et je me dis, parce que vous avez dormi à un moment quand je ne vous regardais pas, et que vous passez la pire soirée de votre vie, et je peux faire ça avec tout le monde. Parce que j'ai une phobie sociale, parce que j'ai ces a priori, cette carte qui fait que dans les interactions sociales, mon cerveau complète votre regard en me disant « je vois dans vos yeux que vous me jugez négativement ». Maintenant, imaginez que je ne suis pas du tout phobique social, je suis le mec le plus arrogant au monde, et je vous regarde et je me dis que je vois dans vos yeux genre une sorte d'étincelle qui est fière de s'être mis au premier rang, parce que comme ça, vous pouvez directement recevoir la lumière qui émane de mon corps, genre de manière sans filtre, quoi. Et que vous êtes genre les bras croisés, parce que vous êtes sidéré par l'intelligence qui est en train d'être déversée sur vous de manière surplombante même. Et entre ces deux extrêmes, où je pense que vous pensez que je suis nul, et je pense que vous pensez que je suis génial, vous n'avez pas changé. Ce qui a changé, c'est mes cartes, c'est mes a priori. Et donc mes a priori deviennent très importants, parce que la manière dont je réduis l'ambiguïté du futur, l'ambiguïté du passé, on réécrit en permanence le passé, dépendamment de qui on est au présent, de la manière dont on réduit l'ambiguïté des autres, des journaux, des informations que je lis, conditionne mon fonctionnement. Donc c'est important de garder en tête cette part de soi que je suis en train de projeter, comme dit ça, d'halluciner de manière contrôlée sur le monde. Parce que notre cerveau, au final, est une sorte de conteur d'histoire. On crée de la narration dans nos têtes. Lionel Nakache, un des plus brillants neurologues, neuroscientifiques qu'on a en France, a écrit un livre qui s'appelle « Le cinéma intérieur ». Il explique que notre cerveau fonctionne un peu comme un cinéma. Si vous me demandez qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris ma douche, j'ai emmené ma fille à la crèche, je suis rentré chez moi, j'ai déjeuné, j'ai travaillé un peu, je suis allé filmer une interview, j'ai pris le train, j'ai retrouvé M. de Beaune, je suis pris le train, je suis arrivé ici, je vous fais la conférence. C'est un peu comme un film. Vous voyez le personnage principal monter dans une voiture, il y a un cut, il coupe et il arrive à destination. Je me souviens de très peu des choses qui ont eu lieu dans ma vie. Et mon cerveau me raconte ces histoires et ces histoires conditionnent comment je marche.
Et donc, pour résumer, parce que je pense que le temps court, si dans le monde réel, une action cause une conséquence, dans mon cerveau, une action passe par un filtre, des interprétations, des projections qui vont avoir des conséquences très différentes. Et ça fonctionne parce qu'on fonctionne de manière approximative. On appelle ces approximations, maintenant je peux vous dire le mot, des heuristiques. Une heuristique, c'est une solution approximative qui marche bien. Et donc notre cerveau est tout le temps en train d'essayer d'approximer et de prédire le monde. C'est vraiment notre cerveau est un organe tourné vers l'action. On est tout le temps en train d'essayer d'approximer et de prédire, d'approximer et de prédire. Et donc on a toutes ces heuristiques qui marchent relativement bien. C'est juste que parfois on se trompe. Et quand on se trompe, quand nos heuristiques ne sont plus vraiment très optimales, on appelle ça des biais cognitifs. Et donc les biais cognitifs, c'est quand une heuristique, une réduction de l'ambiguïté, une prédiction, une approximation ne marche plus très 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 bien. Et c'est souvent contextuel. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'optimisme, une stabilisation de l'ambiguïté du futur. Maintenant, imaginez que moi je suis un optimiste et vous m'emmenez dans un casino. Donc je suis au casino, c'est un endroit très très particulier. Je commence à jouer, je perds, parce que c'est comme ça que ça marche les casinos en général. Mais je suis optimiste. Et donc je me dis, je vais me refaire. Et plus je joue, plus je perds. Dans ce cas-là, mon optimisme n'est plus de l'optimisme. Ça devient quelque chose d'un peu différent. Ça devient quelque chose qu'on peut appeler un biais d'optimisme. Cette heuristique de prédictive sur comment le futur va se passer, qui peut m'être très utile, devient un handicap, parce que nos biais sont contextuels, et pas seulement ils sont contextuels, ils sont prédictibles. On peut prédire à peu près comment les gens vont être biaisés. Donc c'était ça mon fond d'écran que vous avez vu avant que je lance le diaporama. On a déjà identifié plus de 200. Par exemple, le biais d'optimisme dont je viens de vous parler, les normes sociales, l'aversion à la perte, etc. On pourrait passer 1 heure juste à montrer des biais. Mais je voulais juste vraiment aujourd'hui faire ce survol rapide des bases de notre cognition, de vous montrer comment est-ce qu'on est en train de reconstruire le monde, mais pas seulement de le reconstruire, mais de le prédire, et comment dans ces prédictions, elles dépendent plus de moi que des événements qui sont en train d'avoir lieu dans ma vie, ce qui ne veut pas dire que les événements ne sont pas importants, mais qu'on a une certaine marge de manœuvre. Pour résumer un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, avant de prendre vos questions, on peut suivre un peu ce schéma. Une information, la première fois que je suis exposé à une information, c'est une connaissance. Quasiment rien ne reste à l'état de connaissance. Très vite, vous allez l'intégrer dans vos modèles préexistants. Donc, tout devient très vite des croyances. Une croyance sur laquelle vous voulez agir, c'est une intention. Une intention que vous voulez manifester dans le monde réel, c'est une action. Plusieurs pièges peuvent venir se loger dans ce schéma. Je peux être exposé à des fausses connaissances, comme par exemple les fake news, où quelqu'un me dit quelque chose qui est juste faux. Donc ça va polluer quelque part mes croyances, mes intentions, mes actions. Je peux, à partir de bonnes connaissances, mal les intégrer à avoir des fausses croyances. Par exemple, les informations qu'on a vues sur Nicolas Cage et les noyades, la connaissance est bonne. Mais si je me dis c'est Nicolas Cage qui est en train de causer les noyades, la croyance est fausse. Et donc l'intention de vouloir interdire le film de Nicolas Cage pour lutter contre les noyades devient un peu obsolète. Une bonne connaissance, une bonne croyance, je peux ne pas vouloir agir dessus. Par exemple, je peux avoir la croyance, je n'ai pas envie de mourir, mais je suis fumeur et je sais que fumer tue, mais je rationalise. Je me dis, de toute façon, on va tous mourir un jour, on ne laisse plus rien faire, genre qu'on nous lâche la grappe, machin. Donc, je n'ai pas l'intention d'arrêter. Et je peux avoir une bonne connaissance, une bonne croyance, l'intention d'agir et pas pouvoir manifester mon intention en action. Il y a un concept très important entre ces deux qu'on appelle le intention-action gap, le trop intention-action. Par exemple, une forme de trop intention-action que vous connaissez tous s'appelle la procrastination. Je vais faire le ménage, je vais me mettre au sport, je vais manger plus sain, mais il y a ce burger qui m'appelle, donc je ne vais pas le laisser tout seul, je vais le manger. Et donc on a ce trou. Et donc ces heuristiques et ces biais et tous ces mécanismes, il y a plusieurs facteurs qui viennent les moduler. Pas juste mes a priori. Par exemple, être stressé, avoir une pression sociale, la dissonance cognitive, l'impuissance acquise, l'illusion de contrôle, l'illusion de connaissance. Il y a plein. Avoir mal dormi, avoir mal mangé, avoir des douleurs chroniques. Par exemple, quand je n'ai pas dormi, je suis plus irritable. Ce n'est pas ce que l'autre fait qui m'irrite. C'est le fait que je manque de sommeil. Je vais m'énerver à partir de rien. Et donc, on peut cerner ces différents facteurs. Et si ce sujet vous intéresse, dans le livre, en fait, aujourd'hui, on a fait un peu les deux premiers chapitres et demi.
On va dire ça comme ça. Il y a une petite partie du 3e chapitre qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et après, à partir du chapitre 4, chaque chapitre, c'est un facteur qui module nos heuristiques et on peut savoir comment. Donc le chapitre 4, par exemple, c'est le stress. Le chapitre 5, je pense, c'est le locus de contrôle ou la dissonance cognitive. Je n'ai plus le plan en tête. Ça fait un moment que je l'ai écrit. Mais donc, il y a plusieurs facteurs. Et enfin, notre cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça, de manière causale. On a l'habitude de ce qu'on appelle des chaînes causales dans le monde. Genre A cause B, B cause C, C cause D, D cause E. Dans notre cerveau, ça ne marche pas du tout comme ça. Notre cerveau fonctionne sur des principes, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction ou des boucles de rétrocontrôle. Et tout est en train d'agir sur tout en même temps. Mon action impacte mon action future, mon action impacte mon intention, qui va impacter ma croyance, qui va réimpacter mon intention. Et donc, ça part dans tous les sens. Pour finir, je vais finir avec 2 citations que j'aime beaucoup. La première, c'est celle-ci. C'est une des idées les plus dangereuses qu'une personne pourrait avoir, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde serait un endroit meilleur. C'est très séduisant. On a tous envie de le croire. Essayez de vous battre contre ça. On a besoin de la variabilité d'approche du réel pour avoir une expérience plus riche du réel. On a besoin d'un socle commun de réalité. Donc c'est important, sans tomber dans le relativisme, encore une fois. Et qu'est-ce que réfléchir si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis ? Réfléchir, c'est souvent revenir sur ce en quoi je crois, pas juste confirmer en permanence ce que je crois. Et le biais de confirmation est un des biais les plus communs dans nos biais cognitifs. Et donc, ce serait pas mal de s'entraîner un peu à cette propriété magique qui s'appelle la flexibilité mentale. J'espère que c'était intéressant pour vous. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vais m'asseoir.